Épilogue de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Note de l'auteur. Je n'avais nulle intention d'écrire épilogue. En ce qui me concernait, les contes se terminaient avec un moyen bien simple. Quand John W. Campbell est mort en 1971, des écrivains qu'on associait à lui depuis les années 40 et 50 ont décidé d'élaborer en son honneur un recueil hommage. Il se composerait de nouveaux textes rédigés par des habitués d'Astounding, devenus quelques années plus tôt analogues, qui tâcheraient de renouer avec l'esprit et la texture du contenu de la revue d'antan. Tous les textes de Demain les chiens, à une exception près, ayant paru dans Astounding sous la responsabilité de Campbell, Harry Harrison, désigné compilateur du volume, m'a demandé d'y ajouter un récit. J'ai hésité. La saga, me disais-je, avait trouvé son juste terme. Et je me demandais si je réussirais ce 9e conte, plus de 20 ans après les autres. Je n'avais plus grand-chose en commun avec le jeune auteur qui avait conçu les 8 premiers, mais je tenais à écrire une dernière nouvelle pour John, et je savais qu'elle devait s'inscrire dans cette série. D'où Épilogue. Elle devait mettre en scène Jenkins, car des divers personnages que j'avais créés lui seuls subsistaient. Les Webster avaient tous disparu depuis belle lurette. Ce texte me paraît correct. Je n'arrive cependant pas à décider s'il me plaît de le voir inclus, même si je comprends le souci de complétude d'un éditeur. Épilogue comporte une note de finalité et de tristesse que j'aurais sans doute préféré ne jamais devoir aborder. Épilogue. Jenkins traversa la clairière pour communier avec les musaraignes, ne faire qu'un avec elles, et courir à leur côté le long des galeries qu'elles creusaient dans l'herbe, même s'il n'en tirait aucune satisfaction. Ces petites souris étaient de stupides créatures, ne sachant rien, ne se souciant de rien, mais il en émanait une certaine chaleur, un vague sentiment de bien-être et de sécurité, puisqu'elles habitaient le monde de la clairière où aucun danger ne les menaçait. Hormis des insectes, hormis les vers dont elles se nourrissaient, elles y vivaient seules. Par le passé, il s'était bien souvent demandé pourquoi elles étaient restées au lieu de suivre les chiens sur l'un des mondes hors là, comme les autres animaux. Elles auraient pu le faire, bien sûr, les chiens les auraient accueillies, mais ne l'avaient pas souhaité. Leur habitat leur plaisait, ou un vif attachement à leur foyer les retenait. Tout comme moi, songea-t-il, car il aurait pu partir lui aussi à tout moment. Il le pouvait encore s'il le désirait, mais tout comme les musaraignes, il se cantonnait à ce monde. Il se voyait mal quitter la maison Webster. Sans elle, il n'était qu'une moitié d'être. Il était donc resté. La maison Webster se dressait encore sur la colline, avec son aide. Il la balayait, il la lavait, il la réparait. Quand une pierre s'effritait, il en taillait une autre dans la clairière voisine et la remplaçait avec soin. Et même si, pendant un moment, elle paraissait déplacée de par sa nouveauté, le temps se chargeait d'aplanir la différence, sous l'effet du vent, du soleil, de la pluie, des mousses et des lichens. Il tondait la pelouse, élaguait les buissons, entretenait les massifs de fleurs. Les haies, il les taillait. Les boiseries et les meubles, il les époussetait. Les parquets et les lambris, il les frottait. La maison résistait donc aux ravages du temps. Cela lui permettrait d'accueillir un Webster, songeait-il non sans satisfaction, si jamais l'un d'eux ressurgissait, perspective inenvisageable. Ceux partis sur Jupiter n'en étaient plus, et ceux de Genève dormaient toujours, à condition que Genève et ses Websters existent encore. Les fourmis avaient conquis le monde. Elles en avaient fait un unique bâtiment, croyait-il, même s'il n'avait aucun moyen de s'en assurer. Mais à ce qu'il savait, à ce que pouvaient lui apprendre ses sens robotiques, affûtés et à longue portée, ne subsistait que ce vaste édifice insensé construit par les fourmis. Le qualifier d'insensé était injuste cependant, car il n'y avait aucun moyen de découvrir quelle fonction il devait remplir,
ni de deviner l'objectif des fourmis. Elles avaient couvert la planète de leur édifice, exception faite de la maison Webster. Pourquoi? Il n'en avait aucune idée. Elles avaient ménagé un espace libre pour la propriété en une sorte de cour intérieure, un cercle de 8 kilomètres de diamètre, dont la colline sur laquelle s'élevait la demeure constituait le centre. Jenkins traversa la clairière sous le soleil automnal, en regardant où il mettait les pieds pour ne faire aucun mal aux souris. Seules ces dernières lui tenaient compagnie, et il aurait aussi bien pu être seul vu le soutien qu'elles lui apportaient. Les Websters avaient disparu, comme les chiens et les autres animaux. Les robots aussi, depuis longtemps. Certains avaient pénétré dans le bâtiment des fourmis pour les aider à mener leur chantier de construction. D'autres, partis pour les étoiles, avaient dû atteindre leur destination. Tout ce beau monde l'avait quitté. Pour la première fois depuis une éternité, il se demanda combien de temps avait passé. Il se rendit compte qu'il l'ignorait, et il ne le saurait jamais, car à un moment quelconque du lointain passé, il avait effacé de son esprit la perception du temps en toute connaissance de cause. Dans l'état actuel du monde, sa mesure importait peu. Par la suite, il avait compris qu'il recherchait en fait l'oubli. Il avait toutefois commis une erreur. Supprimer la perception du temps n'apportait pas l'oubli. Ses souvenirs persistaient, mais en ordre dispersé, aléatoire. Les souris et lui, songeait-il, et les fourmis, bien sûr. Ces dernières ne comptaient pas. Il n'avait jamais eu de contact avec elles, malgré ses sens affûtés et les nouvelles capacités intégrées dans ce corps, impossible à tenir pour neuf, offert par les chiens dans un lointain passé. Il n'avait jamais réussi à percer le mur du vaste édifice pour découvrir ce qui s'y tramait. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé. Poursuivant sa route, il se rappela le jour où les derniers chiens étaient partis. Ils étaient restés bien plus longtemps que la loyauté et la décence ne l'imposaient, et, bien qu'il ait rouspété à l'époque, évoquer leurs souvenirs lui réchauffait le cœur. Ils étaient assis au soleil sur le patio quand ils avaient gravi la colline en file indienne pour se ranger devant lui, telle une bande de gamins turbulents. « On s'en va, Jenkins !» avait annoncé leur porte-parole qui s'était un peu avancé. « Notre monde ne cesse de rétrécir. On n'a plus la place de courir. » Il avait hoché la tête. Il s'y attendait et s'étonnait même qu'ils aient autant patienté. « Et vous, Jenkins ?» avait demandé l'autre. Il avait secoué la tête. « Je reste. C'est chez moi, ici. Je dois y rester avec les Websters. »« Il n'y en a plus. »« Si, pour moi du moins. Ils vivent dans les pierres de la maison Webster, dans les arbres et dans la courbe de ce versant. Voici le toit qui les abritait. Voici la terre qu'ils ont foulée. Ils ne pourront jamais partir. » Contrairement à ce qu'il anticipait, les chiens n'avaient pas eu l'air de trouver cela ridicule. Ils semblaient comprendre, malgré les nombreux siècles écoulés. À l'époque, il leur avait dit que les Websters se trouvaient encore là. C'était vrai. Mais aujourd'hui, il en doutait fort. Depuis combien de temps avait-il entendu des pas descendre un escalier? À quand remontait la dernière fois où des voix avaient retenti dans le grand salon que dominait la cheminée, et où, lorsqu'il était allé voir, il n'avait trouvé personne? Soudain, alors qu'il marchait sous le soleil automnal, une large brèche apparut dans la paroi du bâtiment des fourmis, à 3 kilomètres de là. Sinuant depuis la crête du mur, elle s'allongea tout en s'entourant de craquelures. Des morceaux de matériaux de construction tombèrent au sol pour rebondir et rouler dans toute la clairière. Puis les 2 pans encadrant la brèche s'effondrèrent dans un nuage de poussière, et Jenkins se retrouva à contempler un énorme trou. De part et d'autre, l'édifice massif s'élevait toujours, tel une chaîne de montagnes circulaires, des pics surplombant le plateau de la structure. L'orifice béait, rien d'autre ne semblait devoir se passer. Il n'en surgit ni un flot de fourmis, ni une nuée de robots. On aurait cru que les fourmis ignoraient l'existence de la brèche dans leur construction, ou, si elles la connaissaient, qu'elles s'en moquaient. « Voilà qu'il arrive quelque chose », se dit-il non sans une certaine stupéfaction. Enfin un événement intervenait sur le monde des Websters. Et il s'avança vers l'orifice sans se presser car cela semblait inutile. La poussière retombait peu à peu, ici et là.
D'autres morceaux se détachaient du mur pour choir au sol. Lorsqu'il atteignit la brèche, il escalada les décombres et pénétra dans le bâtiment. Même s'il faisait plus sombre que dehors, il filtrait, de ce qu'on pouvait considérer comme le plafond, une quantité appréciable de lumière, car l'édifice, cette section en tout cas, ne se divisait pas en étages de sorte qu'un vaste espace s'élevait jusqu'aux plus hautes tours. Une fois à l'intérieur, Jenkins s'immobilisa stupéfait en croyant découvrir le bâtiment vide. Il constata bientôt qu'il se trompait. Même si la plus grande partie l'était en effet, le sol apparaissait inégal parce qu'il se composait d'immenses fourmilières, chacune couronnée d'un étrange ornement métallique qui brillait dans la chiche lueur issue du plafond. Des routes minuscules se croisaient, mal entretenues, voire emportées par des glissements de terrain en miniature. Si des cheminées se dressaient ici et là, il n'en sortait aucune fumée. Certaines s'étaient abattues, d'autres penchaient, en équilibre précaire. Aucun signe des fourmis. Des allées étroites séparaient les fourmilières. Le vieux robot, avec précaution, s'enfonça dans l'édifice. Partout, c'était la même désolation, fourmilières effondrées, routes oblitérées. Il finit par distinguer les ornements au sommet de chaque monticule. Peut-être pour la première fois de son existence, Jenkins sentit un accès d'hilarité le secouer. S'il n'avait jamais ri auparavant, il ne s'en souvenait pas, car il s'était toujours montré sérieux et dévoué. Mais à présent, debout parmi ces fourmilières, il se tenait les côtes, comme un homme l'aurait fait, et laissait les spasmes le secouer. L'ornement représentait une jambe humaine. Du milieu de la cuisse au bout des orteils, le genou plié, bref, donnant un coup de pied. Le coup de pied administré par Joe, le mutant fou. Cela remontait à loin, au point qu'il l'avait oublié, ce qui le réjouit, car il s'en croyait incapable. Mais il se rappelait maintenant le récit presque légendaire des origines, tout en sachant qu'il s'agissait d'une anecdote factuelle. Il y avait bel et bien eu un mutant appelé Joe. Il se demanda ce que ses congénères étaient devenus. De toute évidence, pas grand-chose. Peu, voire trop peu, nombreux, ils avaient disparu, tandis que le monde perdurait, inchangé, comme s'il n'avait jamais existé. Jamais existé, ou presque, car ces insectes avaient dû le conquérir à la suite de l'expérience que Joe avait menée sur une de leurs fourmilières, et l'avait enclose sous un dôme échauffé. S'il avait effectué d'autres modifications, lui seul le savait. D'étranges façons, la modification de leur cadre de vie avait implanté en elles l'étincelle de la grandeur, si bien qu'elles avaient fini par se doter d'une culture intellectuelle, à condition de tenir la fourmi pour douée d'intelligence. Joe était alors revenu donner un coup de pied dans leur habitat, brisant le dôme et renversant le monticule, avant de repartir en bramant son rire bizarre, aigu, presque dément. L'œuvre de destruction accomplie, il avait tourné le dos aux fourmis, sans plus s'en soucier. Mais ce coup de pied avait suffi à les motiver. Plutôt que renouer avec leur idiotie d'insectes, elles avaient, face à l'adversité, lutté pour préserver leurs acquis. Le coup de pied de Joe avait joué le même rôle que l'âge glaciaire du Pléistocène auprès des humains, propulsant une race entière vers de nouveaux accomplissements. Une idée soudaine le fit réfléchir. Comment avait-elle pu savoir? Quelle fourmi avait assisté à cet acte quasiment divin? Un de leurs astronomes l'aurait-il vu par sa lunette? C'était ridicule. Il ne pouvait exister de fourmis astronomes à l'époque. Mais comment avait-elle établi le lien entre la silhouette floue de Joe, dressée l'espace d'un bref instant si loin au-dessus d'eux, et le véritable début de leur culture? Jenkins secoua la tête. Peut-être ne connaîtrait-on jamais la réponse à cette question. En tout cas, les fourmis l'avaient découverte, et elles avaient posé au sommet de chacune de leurs fourmilières le symbole de cette silhouette mythique. À titre de mémorial, de signe religieux, peut-être fallait-il y voir tout autre chose, un obscur dessein, une signification dissimulée, que seule une fourmi pourrait concevoir. Connaître l'origine de leur grandeur expliquait-il qu'elles aient épargné la maison Webster? Il abandonna le cours de ses réflexions, l'hypothèse paraissait bien trop nébuleuse. Il s'enfonça dans le bâtiment par les corridors qui séparaient les monticules, ses facultés mentales poussées à l'extrême. Sans résultat,
Il n'y avait plus la moindre trace de vie, pas même les vacillements ténus qui auraient trahi la présence dans le sol de l'armée habituelle de micro-organismes. Non, il n'y avait que le silence, et un néant qui confinait à l'horreur. Jenkins se força pourtant à continuer dans l'espoir de localiser un peu plus loin une preuve quelconque de vie. Il envisagea de crier afin d'attirer l'attention, mais convainc que des fourmis, pourvu qu'elles s'en trouvent dans les parages, ne l'entendraient pas. Par ailleurs, il éprouvait une étrange répugnance à faire du bruit, comme si, dans un lieu pareil, il fallait se montrer discret, furtif. Tout était mort, même son semblable sur lequel il finit par tomber. Le corps gisait en travers d'un des sentiers, adossé à une fourmilière. Le vieux robot, qui la contournait, faillit trébucher sur ses jambes. Les membres étaient relâchés, dans la mesure où on peut qualifier ainsi des membres métalliques. À sa vue, il se figea accablé. Sans conteste, l'autre était mort. Plus aucune pensée n'émanait de son esprit. Lorsqu'il s'en avisa, Jenkins sentit le sol se dérober sous lui. Car les robots ne meurent pas. Ils s'usent ou ils subissent des dégâts irréparables, oui, mais l'activité du cerveau se poursuit toujours. De toute son existence, il n'avait jamais entendu parler d'un robot mort, événement dont il n'aurait pas manqué d'être informé. Les robots ne mouraient pas, mais l'un d'eux gisait mort à ses pieds, et il supputait qu'il y en avait davantage, tous ceux qui avaient travaillé pour les fourmis. Les robots et les fourmis avaient donc péri. Pourtant, le bâtiment subsistait, symbole, vidé de son sens, d'une ambition déplacée et d'une erreur culturelle. Quelque part les insectes s'étaient trompés. Parce que Joe avait édifié le dôme était-il devenu le but suprême? Les fourmis avaient-elles estimé que seule sa construction leur permettrait d'accéder à la grandeur ou de la conserver? Il prit la fuite, tandis qu'une nouvelle fissure apparaissait sur le plafond lointain. Des craquements et des crépitements retentirent alors que la fissure s'étendait. Jenkins plongea par la brèche et déboula dans la clairière. Derrière lui, une partie du toit se décrocha dans un bruit de tonnerre. Il se retourna pour voir cette portion du bâtiment choir sur les fourmilières mortes, les gros éclats renversant les emblèmes à l'image d'une jambe humaine qui les couronnait. D'un pas lent, il retraversa la clairière avant de gravir le versant qui menait à la maison Webster. Sur le patio, il vit que, pour l'heure, l'effondrement avait cessé. La brèche du mur s'était cependant élargie et un vaste orifice béait dans le toit. Cette journée d'automne sans pareille marquait le début de la fin, se dit-il. Présent au début, il se trouvait encore là à la fin. Il se demanda quel délai avait pu s'écouler et regretta, quoique sans excès, d'avoir perdu la mesure du temps. Les hommes étaient partis, et les chiens, et, à part lui, les robots. Les fourmis ayant rejoint les rangs des disparus, il ne restait sur Terre qu'un très grand robot et de toutes petites musaraignes, quoiqu'il puisse y subsister des poissons et des animaux marins. Intelligent? Peu probable. L'intelligence se révélait aussi difficile à acquérir qu'à conserver. Un jour, elle ressurgirait peut-être des océans, même si, dans son fort intérieur, il en doutait. Les fourmis s'étaient enfermées. Leur échec venait-il de ce qu'elles n'avaient nulle part où aller, ou de ce que leur monde était clos depuis le début? Elles existaient au moins depuis le Jurassique, 180 millions d'années plus tôt. Bien avant l'apparition des premiers ancêtres de l'homme, les fourmis avaient établi un ordre social. Elles avaient progressé jusqu'à un certain point et établi cet ordre social dont elles se contentaient, parce qu'il représentait l'accomplissement de leurs désirs ou parce qu'elles ne pouvaient pas pousser plus loin. Elles avaient obtenu la sécurité, au Jurassique, puis, durant des millions d'années, cela leur avait suffi. Le dôme bâti par Joe l'avait renforcé, leur permettant de se développer pourvu qu'elles en possèdent la faculté, ce que l'évidence démontrait. Mais la notion de sécurité avait continué de les dominer. Jamais elles n'avaient pu s'en dépêtrer, si elles avaient seulement essayé, si elles avaient seulement compris la nécessité de le faire. Cette vieille carapace protectrice trop bien ajustée les avait-elle tuées? Dans une détonation qui se répercuta sur tout le proche horizon, une nouvelle section du toit s'abattit. « Que rechercherait une fourmi ?» se demanda Jenkins. « Le maintien de la sécurité et quoi d'autre ?» L'accumulation de réserves peut-être.
tirer de la terre tout ce qui avait de la valeur et l'emmagasiner, ce qui ne constituait, s'avisa-t-il, qu'une autre facette de l'obsession sécuritaire. Une religion, en somme. Oui, le symbole du coup de pied au sommet des fourmilières devait revêtir un caractère religieux. Là encore, on revenait à la sécurité, pour les âmes des fourmis. La conquête de l'espace? Ma foi, elles l'ont réalisé, se dit-il. Pour des créatures de cette taille, le monde doit passer pour une galaxie. L'univers autour demeurerait inconnu. Même cette conquête-là renvoyait à la sécurité. Non, il faisait fausse route en attribuant à ces insectes un processus mental humain, limitant par là leur esprit. Son ferment, sa direction, son éthique n'avaient jamais fait partie et ne pourraient jamais faire partie d'un esprit humain. Il se rendit alors compte qu'en échafaudant le portrait de la fourmi, il avait réalisé celui de l'homme. Dénichant un fauteuil, il s'assit pour observer de l'autre côté de la clairière la chute du bâtiment et poursuivit ses réflexions. L'homme avait laissé derrière lui les chiens et les robots. Qu'avaient laissé les fourmis pour leur part? Sans doute rien d'apparent. Mais comment pouvait-il en juger? Un homme ne pouvait pas en juger, pas plus qu'un robot, car un robot, hormis dans sa composition, était un homme. Les fourmis avaient bâti leur société au Jurassique, existaient au sein de sa structure durant des millions d'années. Fallait-il y voir la raison de leur échec? La fourmilière les imprégnait-elle au point qu'elles ne pouvaient s'en détacher? Et moi, je suis aussi enchâssé dans la structure sociale humaine qu'une fourmi dans la sienne. Il avait passé, sinon des millions d'années, en tout cas un très long moment non pas dans cette structure sociale humaine, mais dans son souvenir. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'elle lui offrait la sécurité d'une mémoire ancienne. Il resta assis, frappé par cette idée, ou du moins par le fait qu'il s'autorise à concevoir une telle idée. « On ne se connaît pas, dit-il tout haut. On ne se connaît pas soi-même. » Il se rencogna en songeant qu'il n'y avait rien de moins robotique que de s'asseoir dans un fauteuil. Auparavant, il ne le faisait jamais. L'homme en lui avait pris le dessus. Il laissa sa tête reposer contre le dossier et abaissa ses filtres optiques pour exclure la lumière. Dormir. À quoi cela ressemblerait-il? Ce robot qu'il avait découvert? Non, il ne dormait pas, il était mort. Rien n'allait plus. Les robots ne meurent pas et ne dorment pas. Un bruit s'éleva, ténu, qu'il n'avait jamais entendu, tout à fait étranger. Il releva ses filtres optiques, se redressa d'un coup sur son océan, et là, devant lui, il vit le vaisseau spatial se poser dans la clairière. Les musaraignes détalaient, terrorisées. Le navire atterrit dans l'herbe tel un duvet de chardon. Jenkins sauta sur ses pieds et darda ses sens. La coque du vaisseau s'opposa au sondage, lui résistant avec la même opiniâtreté que l'édifice des fourmis avant l'effondrement. Il resta debout sur le patio, perplexe devant cet épisode inattendu. Il voyait mal, au fond, comment il aurait pu réagir autrement. Jusqu'à ce jour, jamais il n'avait vécu d'épisode inattendu. Les jours s'étaient succédés, les jours, les années, les siècles, si semblables qu'il n'y avait aucun moyen de les différencier. Le temps avait coulé comme un fleuve puissant au cours paisible, mais voilà que le bâtiment s'effondrait et qu'un vaisseau spatial se posait. Une écoutille s'ouvrit dans la coque, une échelle de coupet s'abaissa. Un robot la descendit avant de traverser la clairière en direction de la maison Webster. Il s'immobilisa à l'orée du patio. « Bonjour, Jenkins. Je pensais bien qu'on vous trouverait ici. »« Vous êtes Andrew, n'est-ce pas ?» Andrew salua la question d'un petit rire. « Je constate que vous vous souvenez de moi. »« Je me souviens de tout. Vous étiez parmi les derniers. Avec 2 autres robots, vous avez achevé le vaisseau, puis vous avez quitté la Terre. Je vous ai regardé partir. Qu'avez-vous trouvé là-bas ?»« Vous nous appeliez les robots sauvages autrefois. Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'une simple figure de style. Vous deviez penser qu'on était fous. »« Non conformiste, disons. »« Le conformisme, ce serait de vivre dans un rêve, de vivre pour un souvenir. Vous devez en avoir assez. »« Non, mais... » Jenkins laissa sa phrase en suspens. Il reprit la parole au bout d'un moment. « Andrew, les fourmis ont échoué. Elles sont mortes. Leur bâtiment s'effondre. »« Autant pour Joe, autant pour la Terre. Il ne reste plus rien. »« Il reste les souris et la maison Webster. »
Jenkins repensa au jour où les chiens lui avaient offert ce corps pour son anniversaire. Une splendeur. Un marteau de forgeron ne le cabosserait pas. Jamais il ne rouillerait, et il regorgeait d'équipements sensoriels dont le vieux robot n'avait jamais rêvé. Il le portait toujours, ce corps qui était comme neuf. Quand il polissait le torse, l'inscription gravée se détachait. À Jenkins, de la part des chiens. Il avait vu les hommes aller sur Jupiter afin de devenir un peu plus que des hommes. Les Webster partirent pour Genève afin de trouver une éternité de rêve. Les chiens et les autres animaux gagnèrent un des mondes hors là. Et, enfin, les fourmis succombèrent à l'extinction. Constater combien ce dernier événement l'avait marqué le troublait. Il lui semblait qu'on venait de mettre le point final à l'histoire écrite de la Terre. « Les souris, songea-t-il. Les souris et la maison Webster. Cela suffira-t-il avec ce vaisseau planté là ?» Il s'efforça de réfléchir. Le fardeau du souvenir s'était-il allégé? Sa dette était-elle réglée? Sa dévotion enfin épuisée? « Il existe d'autres mondes, disait Andrew, dont certains accueillent la vie, voire l'intelligence. Il y a du travail. » Il ne se voyait pas rejoindre le monde hors là colonisé par les chiens. Voilà bien longtemps, au tout début, les Webster étaient partis afin de laisser les chiens développer leur culture sans interférence humaine. Et il ne pouvait pas faire moins, puisqu'il était, après tout, un Webster. Il ne pouvait pas les gêner, il ne pouvait pas interférer. Il avait essayé l'oubli, il avait essayé d'ignorer le temps, et cela n'avait pas fonctionné, car un robot n'oublie rien. Jadis, il croyait que les fourmis ne comptaient pas, il les jugeait déplaisantes, voire haïssables parfois, car, sans elles, les chiens auraient encore été là. Mais il savait à présent que chaque vie comptait. Il restait les souris. Mieux valait les laisser en paix. Elles représentaient les derniers mammifères sur la planète, et il ne fallait pas d'interférence avec elles. Elles n'en voulaient pas, elles n'en avaient pas besoin, et elles se débrouilleraient très bien. Elles décideraient seules de leur destinée, et si celle-ci les amenait à demeurer de simples souris, nul n'y verrait d'inconvénient. « On passait par là, » indiqua Andrew. « Ça ne se reproduira peut-être jamais. » Deux autres robots avaient mis pied à terre pour parcourir la clairière. Un nouveau pan de mur s'effondra, accompagné d'une nouvelle section de toit. Jenkins trouva le bruit ténu, beaucoup plus lointain qu'il n'aurait dû l'être. Il subsistait la maison Webster, simple symbole de la vie qu'elle abritait autrefois. Enveloppe de pierre, de bois et de métal, elle n'avait de sens que dans son esprit, désormais. Un concept dont il était l'auteur. Poussé dans ses retranchements, il admit la dure réalité. Ici, on n'avait plus besoin de lui. Il se cramponnait à ce lieu par égoïsme. « On a de la place pour vous, » dit Andrew. « Et on a besoin de vous. » Tant qu'il restait des fourmis, la question ne se posait pas, mais elles avaient disparu, et il ne les appréciait guère. Il pivota sur ses talons, quitta le patio en aveugle, franchit la porte de la maison. Les murs l'appelaient à grands cris, et les voix, issues des ombres du passé. Il les écoutait, quand un étrange détail s'imposa à lui. Il entendait ces voix, mais pas les mots. Il y avait des mots, jadis, or, ils avaient disparu. Les voix suivraient-elles le même chemin? Que se passerait-il lorsque la demeure deviendrait silencieuse et solitaire, que les voix se tairaient, que les souvenirs disparaîtraient? Il se flétrissait déjà. La ronde des années les avait privés de la clarté et de la netteté d'antan. Autrefois, la joie régnait, mais il ne restait que la tristesse. Il ne s'agissait pas simplement de la tristesse d'une maison vide. C'était un sentiment général, la tristesse de la terre, la tristesse des échecs, la tristesse des triomphes creux. Avec le temps, le bois pourrirait, le métal rouillerait, la pierre tomberait en poussière. Il n'y aurait plus de maison, seul un tas de terre en marquerait l'emplacement. « Voilà ce que c'est que de vivre trop longtemps, » se dit-il, « de vivre trop longtemps sans pouvoir oublier. » C'était cela le plus dur. Il n'oublierait jamais. Il se détourna, repassa la porte, retraversa le patio. Andrew l'attendait au pied de l'échelle qui menait dans le vaisseau. Jenkins tenta de faire ses adieux sans y parvenir. Il aurait voulu pouvoir pleurer, mais un robot en était incapable.
C'était Épilogue de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.